Je suis désolé, je pense que ça a les confluyas. Je vais juste vous montrer une petite vidéo et puis après commencer mon intervention. C'est les premiers pas, donc mes premiers pas sur le sommet d'Everest. Donc c'est la première fois que le drapeau marocain flottait sur le plus haut sommet du monde. C'est un moment qui a changé ma vie et je voulais le partager d'abord avec vous ce soir. C'était le 20 mai 2013, à peu près presque 3 ans aujourd'hui. Ça a changé ma vie parce que je n'étais pas destiné à faire ça. J'ai grandi à Casa, j'ai fait toutes mes études à Casablanca, et puis ensuite j'ai intégré une école de commerce en France, l'école supérieure de commerce de Paris, et fait un MBA à l'INSEAD. Et puis j'ai eu une carrière de financier. Pourquoi de financier? Parce qu'à l'époque, quand on faisait une école de commerce, c'était bien de faire de la finance. Donc je me suis dit, bon, ben, ça doit être sympa, on va faire ça. Et puis pour être honnête, ça m'a permis de payer pour toutes mes passions et mes expéditions avant de faire l'Everest. Mais j'ai toujours eu un parcours de sportif depuis très jeune. En fait, quand j'étais jeune, je voulais être sportif professionnel. Je jouais beaucoup au tennis, je rêvais de devenir tennisman professionnel. Malheureusement, comme j'étais bon à l'école, mes parents ne voulaient pas que je quitte l'école pour en faire ma carrière. Donc j'ai toujours eu cette frustration un petit peu à l'intérieur de ne pas faire une carrière sportive. Et je me rappelle que dans les années 80, pour moi, le sportif de l'extrême, c'était le marathonien.
Aujourd'hui, beaucoup de gens font des semi-marathons, des marathons, mais dans les années 80, quand vous rencontriez un marathonien, c'était respect. On se disait, ouais, si un jour je fais un marathon, ça ira au sol. Je suis arrivé, je n'ai plus besoin de rien faire. Donc, c'était comme ça un rêve que j'avais. Petit à petit, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai fait des 10 km, des 15 km, un semi-marathon. Et à 20 ans, j'ai fait mon premier marathon. Et finalement, j'ai commencé à développer ce que les Américains appellent la can-do attitude, c'est-à-dire se dire, si on a un objectif, si on s'y prépare, on se donne des moyens, il n'y a rien d'impossible. Et juste après, l'année d'après, je faisais un trek en Chine, au Tibet, et je suis allé par hasard au camp de base de l'Everest. Parce que l'Everest, c'est une montagne qui est entre le Tibet et le Népal. Donc il y a un camp de base de chaque côté. Et quand j'étais au camp de base en 2003, j'ai vu des gens redescendre de l'Everest dans des tenues comme ça, avec leur combinaison, le masque à oxygène. Et je voyais ces gars, je me dis, mais c'est des extraterrestres. Impossible, d'où ils arrivent. Jamais je pourrais faire ça. Et en fait, je me suis rappelé que ces extraterrestres, ben, c'était mon marathonien des années 80. Et comme le marathonien, un jour j'ai réussi, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas aussi tenter d'aller sur l'Everest? Et j'ai commencé petit à petit, parce qu'on ne se lève pas un jour et on se dit, je vais aller sur l'Everest. J'y suis allé step by step. Je me suis lancé dans un challenge qui s'appelle le challenge des 7 sommets. C'est gravir le plus haut sommet de chaque continent. Donc j'ai commencé par l'Europe. Puis en 2005, je suis allé au McKinley, c'est le plus haut sommet d'Amérique du Nord, c'est en Alaska. 2007, je suis allé à l'Aconcagua. Et tout ça, c'est en parallèle de mon travail. J'étais banquier, d'abord à Londres, puis à New York. Et donc, à chaque fois, je prenais un mois et demi, et j'allais faire une expédition. Et en 2012, je me suis dit, je n'avais pas encore fini les 7 sommets, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire l'Everest? C'est vrai qu'il y avait cette symbolique de porter haut les couleurs du Maroc, parce que là, c'est au sens premier, c'est 8848 mètres. Et quand je me suis lancé ce défi, ben, beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. D'abord, on a toujours une petite voix à l'intérieur qui nous dit, est-ce que tu en es vraiment capable? Est-ce que tu peux y aller? En fait, c'est cette petite voix qui nous fait peur de l'échec. Pourquoi on n'ose pas faire des choses parfois? Parce qu'on a peur de l'échec. Et du regard des autres. Plus récemment, par exemple en athlétisme, dans les années 50, les gens pensaient que c'était impossible de courir 1 mile, donc c'est 1600 mètres en moins de 4 minutes. En 1953, il y a un Anglais qui a battu le record, il s'appelle Roger Bannister. La même année, 14 personnes ont battu le record. Parce que ce verrou psychologique de c'est pas possible de le faire en 4 minutes a sauté. Et moi, c'était la même chose. Je préférais peut-être ouvrir la voie, même si je ne réussissais pas, mais j'étais sûr qu'en y allant, au moins d'autres Marocains après auraient suivi et auraient tenté la chose. Alors j'aime bien cette phrase, c'est un des plus grands alpinistes américains qui dit « Getting to the top is optional, getting down is mandatory ». Donc aller au sommet est une option, mais redescendre est une obligation. Et pourquoi il dit ça? Parce que souvent dans la vie, on se trompe d'enjeu ou d'objectif. On va à la tête baissée vers certains objectifs et en fait, on rate quelque chose, on rate le véritable enjeu. Et si vous voulez, pour moi, en allant sur l'Everest, l'enjeu c'était quoi? C'est pas d'arriver au sommet. C'est de rester vivant, de revenir vivant. Et donc, dans cet enjeu-là, un des objectifs, ben, c'était d'arriver au sommet. Donc, toujours dans la vie, réfléchissez à quel est votre enjeu de vie. Qu'est-ce que vous voulez avoir réalisé à 60 ans, 70 ans? Et puis, en fonction de cet enjeu, mettez-vous dans votre vie des objectifs qui vont vers cet enjeu-là. Et si ce n'est pas le cas, ben, réajustez cet objectif. Si à un moment, je voyais que pour arriver au sommet, je prenais trop de risques, je risquais de mourir, ben j'aurais changé d'objectif. Je me serais dit, mon nouvel objectif, c'est juste 7500 mètres, ou juste 8000 mètres, pour toujours rester aligné avec mon enjeu. Et c'est exactement ce que vous devez aussi faire dans votre vie professionnelle et personnelle. Alors l'Everest, on met 2 mois pour le gravir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est différent dans ce sport par rapport aux autres sports, c'est qu'on est en altitude. Et si vous voulez, quand on est sur l'Everest, on ne va pas très vite, on va exactement à ce rythme-là. Alors vous imaginez 2 mois comme ça. Parce qu'en fait, au camp de base déjà, donc d'où on démarre un petit peu l'expédition, on est à 5300 mètres, c'est plus haut que Topral, et il y a 50% de l'oxygène que vous respirez ici. Donc parfois, même à l'arrêt, vous êtes essoufflé. Et au sommet, il y en a encore moins, il n'y a que 30%. C'est pour ça que généralement, sur cette petite partie, entre 8000 et 8800, on utilise des masques à oxygène, parce qu'on appelle ça la zone de la mort. C'est impossible de rester plusieurs heures sans oxygène à ce niveau-là.
Et quand j'étais sur l'Everest, cette phrase m'a marqué. Je lisais un bouquin et il y avait cette phrase « Life is a mission, not a career ». Et c'est exactement, ça revient à l'objectif. Moi, j'étais quelqu'un qui avait toujours pensé en termes de carrière. C'est quoi la meilleure école à faire? C'est quoi les meilleures études à se poursuivre? C'est quoi le meilleur job? La meilleure ville où travailler en finance? Et j'ai pas vraiment pensé à quelle mission je voulais avoir. Et donc, comme pour l'enjeu, quand j'étais là-bas, on a le temps de beaucoup réfléchir pendant ces 2 mois, seul parfois dans sa tente. Et j'ai réalisé que la mission que je voulais avoir, c'est essayer d'avoir un impact positif sur les gens qui m'entourent, sur les jeunes. Et c'est pour ça que depuis que je suis revenu, j'ai complètement changé de vie. J'ai quitté mon emploi en tant que banquier, ma zone de confort, mais en fait qui n'en est pas vraiment une, parce que parfois les gens confondent la zone de confort avec leur confort matériel, on va dire. Mais finalement, si vous réfléchissez bien, le confort c'est quoi? C'est raha al-bal. C'est ça la véritable zone de confort. Quand vous faites ce que vous aimez, vous êtes dans votre zone de confort, parce que vous êtes zen avec vous-même. Et il ne faut pas confondre avec le confort matériel qui est peut-être gagner de l'argent, avoir des succès. L'importance des valeurs aussi, c'est ces valeurs-là qui nous poussent à nous dépasser. Et moi, c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie, notamment la foi. C'est quelque chose qui m'a toujours, dans les moments forts, mais aussi dans les moments difficiles, qui m'a aidé à pousser à faire ce extra mile pour dépasser mes doutes. La patrie aussi, se sentir le porte-drapeau d'un ensemble de personnes. Ça peut être votre famille, être le chef de votre famille, de l'entreprise ou d'un pays. Pourquoi ça compte? Parce que quand vous voyez que ce que vous réalisez, ça n'apportera pas du bonheur qu'à votre seule personne, mais à plusieurs personnes, à beaucoup de monde, vous avez encore plus envie de vous dépasser. Et évidemment, plus il y a de monde, n'en parlons pas d'un pays, plus vous vous dites, je vais me dépasser pour eux, je vais essayer de réaliser l'impossible. Et enfin, l'amour. Moi, j'avais un petit message personnel à passer au sommet de l'Everest. Je voulais demander à l'époque ma fiancée au sommet de l'Everest. Donc c'était une raison de plus pour y arriver. Elle a dit oui. L'esprit d'équipe. Alors souvent on dit c'est un sport individuel parce qu'on nous voit arriver parfois seul, au milieu de nulle part. Non, c'est vraiment un sport d'équipe parce qu'on est encordé. Donc vraiment notre vie dépend de l'autre. Si quelqu'un glisse, les autres sont là pour le rattraper et vice versa. Mais par contre, ça m'a fait réaliser quelque chose que j'avais peut-être pas vu dans mon professionnel. C'est que souvent dans les équipes, on fait attention aux gens les plus performants. L'alpinisme vous oblige à, au contraire, faire attention aux gens les moins performants. Pourquoi? Parce que vous avez beau être rapide et performant, s'il y a quelqu'un de lent, il vous retient. Et donc c'est comme une chaîne finalement. La force d'une chaîne, c'est quoi? C'est la force du maillon le plus faible. Vous avez beau avoir 4 maillons forts, si vous avez un maillon faible et vous tirez, ça casse. Donc parfois il vaut mieux s'arrêter, essayer d'aider ce maillon faible ou cette personne qui est peut-être plus lente ou qui a des difficultés pour avancer plus vite. Et vous ne le ferez pas par altruisme ou par gentillesse pour elle, vous le ferez pour vous. Parce que s'il va plus vite, vous irez plus vite. Donc ça c'est quelque chose vraiment dont j'ai pris conscience. La deuxième chose, c'est aussi le rôle du leader ou du capitaine d'une équipe, de toujours veiller à ce qu'il y ait un enjeu minimum commun. Parce que chaque personne dans une équipe a ses enjeux personnels. Et personne ne va travailler pour les enjeux de l'autre. Mais donc c'est le rôle du leader, entre tous ces enjeux, d'essayer de voir l'intersection et de travailler donc, sur cet enjeu minimal commun. Et nous, évidemment, c'était d'arriver sains et saufs sur le sommet et de revenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivants. Donc on a tous travaillé alors qu'on ne se connaissait pas. C'est la première fois qu'on se voyait. Il y avait des Norvégiens, des Australiens, des Américains. Mais on a tous travaillé vraiment comme si on se connaissait depuis tout le temps parce qu'on avait cet enjeu minimal commun et cet objectif commun. Pour resserrer aussi une équipe, il faut être tolérant et être ouvert aux autres. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, chaque fois que je vais sur ces expéditions, j'emmène de la nourriture marocaine. Je me dis, ça va m'aider un petit peu à faire copain avec les autres. En plus, c'est consistant. Donc, j'emmène souvent avec moi le lait et ce lot. C'est des choses qui durent partout. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, le premier soir sur l'Everest, j'ai déposé ça sur la table. J'aurais dit, écoutez, c'est très bon, c'est assez consistant, plein de calories. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, non, s'il te plaît, Nasser, chacun mange ce qu'il a ramené. Et perso, j'ai pas très bien compris. J'étais un peu énervé. Je suis reparti dans ma tente. Mais au lieu de rester dans cet état-là, je me suis dit, demain, je vais leur demander pourquoi ils ont dit ça, pourquoi on n'avait pas le même avis.
Et ça, c'est très important quand quelqu'un a un avis différent du vôtre. Au lieu d'essayer de le convaincre, essayez déjà de comprendre pourquoi il a cet avis différent. Parce que vous réaliserez que parfois cette personne a peut-être une information que vous n'avez pas à ce moment-là. Ou peut-être qu'il a vécu pareille situation dans un autre lieu et que votre avis n'était pas le bon. Et donc c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je leur ai dit, écoutez, hier, je n'ai pas très apprécié, je ne comprenais pas pourquoi vous ne vouliez pas partager. Et ils m'ont dit, en fait, on n'a rien contre toi, mais c'est parce que si on mange du même plat, si un de nous tombe malade, tout le monde risque de tomber malade. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas réfléchi, parce que nous on a grandi, et quand tu manges un couscous, tu ne demandes jamais aux autres est-ce que tu es malade, est-ce que tu as quelque chose. Tu manges et c'est tout, parce qu'on a cette priorité de partage. Eh bien, il faut rester tolérant en se disant, les gens ont peut-être des priorités de valeur différentes. Peut-être nous, on a le partage qui est vraiment une des top priorités. Peut-être que d'autres ont peut-être l'hygiène ou la sécurité en première priorité. Et comme eux sont ouverts à nos priorités, il faut rester ouvert pour, encore une fois, souder les équipes et avoir des équipes efficientes, efficaces. La discipline aussi, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup appris dans ces expéditions. Moi, je me rappelle mes premières expéditions, quand j'arrivais dans ma tente après 8 heures, 9 heures de marche, j'étais tellement fatigué, je lançais avec le sac dans un coin et je me lançais dans mon sac de couchage pour dormir. Et puis après, j'écoutais à côté, j'écoutais les Norvégiens, les Anglais, ils ressortaient tout ce qu'ils avaient dans leur sac, dans les tentes, ils remettaient les gants dans un coin, la nourriture dans un coin, les jackets dans... Je me dis, mais pourquoi ils perdent du temps? Dans 4-5 ans, ils vont tout remettre dans le sac et ils vont redémarrer. Et en fait, j'ai compris que le lendemain, quand on était sur la montagne, les guides nous demandaient de changer de gants. Dès que le Norvégien, quand il disait le temps que ça, il sortait les gants. Et moi, il fallait que je cherche, que je vois où est-ce que je les avais. Et en fait, c'est ça. Eux étaient en mindset discipline. La discipline, c'est un état d'esprit. Il faut être discipliné dans les petites choses, même les choses qui ne se voient pas. Pour que quand c'est crucial, c'est-à-dire quand vous êtes sur une pente à 60 degrés et qu'il y a des vents à 50 km/h, vous n'avez pas le temps de chercher des gants, et bien là que cette discipline va être efficace. Et c'est pour ça qu'on met des process souvent dans l'entreprise, c'est pas pour vous embêter, mais c'est parce que ces process, à un moment, peut-être 1% des cas, va être crucial d'avoir ces process-là en place. La capacité à s'adapter aussi. Je pense, vous l'avez vu, je ne suis pas quelqu'un de très fort, de très grand. Si j'ai fait l'Everest, je pense que physiquement, tous ici, vous pouvez le faire. Mais par contre, j'ai une capacité à m'adapter aux conditions qui changent. Et je pense ça en tant qu'aventurier, mais en tant aussi que manager dans une entreprise, c'est très important parce que le monde évolue rapidement. Alors là, les conditions climatiques évoluent rapidement, et même dans le monde de l'entreprise, le temps que vous mettez en place une stratégie, vos concurrents aussi ne restent pas les bras croisés, ils mettent aussi en place d'autres stratégies. Donc cette capacité à s'adapter rapidement est très importante, et c'est ça qui permet aujourd'hui que je me lance dans des challenges auxquels je n'ai jamais pensé, que ce soit le pôle Nord, je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai fait un triathlon de la marche verte de Tanger à Boera l'année dernière, cette année je vais aller au pôle Sud. C'est parce que c'est devenu, si vous voulez, pour moi, le changement n'est pas une menace, mais une opportunité. Et ça, c'est important de voir le changement comme une opportunité. C'est ce qui fait que, souvent, j'entends parfois les gens dire « Ah, mais il a de la chance, il était au bon endroit au bon moment. » Mais pour être au bon endroit au bon moment, plus vous êtes quelqu'un qui s'adapte rapidement, qui est agile, qui veut changer quand on lui demande de changer de job, ou on lui demande de changer de vie, il est toujours le premier partant, ben, statistiquement, il a plus de chances d'être au bon endroit au bon moment. Alors le doute, évidemment, on a tous des moments de doute dans la vie, et personne n'est motivé comme ça, la vie elle est en sinusoïde, il y a des moments très motivés, puis des moments down, et puis ça repart. Moi je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'avais un poster dans ma chambre qui disait « Quand le bon Dieu vous ferme une porte, il ouvre une fenêtre ». Et j'ai toujours dans ces moments difficiles, je cherche la fenêtre. Et il y a toujours une fenêtre, il faut juste rester assez persévérant et attendre avant de repartir. Il y a des gens, l'autre jour je disais que Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique, a inventé l'ampoule après 10 000 tentatives. Il a utilisé 10 000 types de filaments différents. Donc vous imaginez, c'est quelqu'un qui a échoué 10 000 fois, mais il a réussi une fois, la dernière. Et pour ça, il est encore connu 200 ans après. Donc quel que soit le nombre d'échecs, j'allais dire que vous aurez dans votre vie, j'espère que vous n'en aurez pas 10 000, mais il suffit que vous réussissez une seule fois, la dernière, pour que vous ayez réussi votre vie. Et ça devrait vous motiver à toujours persévérer, à se dire, quel que soit ce qui est déjà passé, il suffit qu'on réussisse la dernière chose pour y arriver.
Alors le soutien, évidemment, le soutien des proches, ça aide à passer ces moments difficiles. Moi, il y avait eu une superbe campagne sur les réseaux sociaux de gens qui m'encourageaient, de Marocains du monde entier qui m'envoyaient des messages. Et ça m'a vraiment poussé à me dépasser. Mais puis je voulais dire, quel que soit ce qu'on ait réalisé dans sa vie, il faut rester humble. Parce qu'on a sûrement eu une chance parfois de départ que d'autres n'ont pas eu. J'ai peut-être été le premier Marocain, mais il y a beaucoup de Marocains dans la région d'Iblis, Tchouktal, qui auraient pu faire l'Everest. Ils n'ont peut-être pas juste eu les moyens de le faire, ou ils n'y ont pas pensé, peut-être. Mais donc, rester humble pour ces conditions-là, pour les conditions climatiques aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis 2 ans, il y a des tremblements de terre au Népal, il y a eu une avalanche en 2014. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient très brillants, qui ont essayé ces 2 années. Et si j'y étais, j'aurais sûrement, enfin pas sûrement, je n'aurais pas réussi puisque personne n'a réussi ces 2 années, mais il y en a qui sont morts. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a une Marocaine cette année qui est sur l'Everest, et Inch'Allah, j'espère, elle était l'année dernière, mais elle n'a pas réussi à cause des conditions climatiques, et j'espère que cette année, elle pourrait être au sommet. La reconnaissance aussi, quand on réalise quelque chose, évidemment, on est content d'être reconnu pour ce qu'on a réalisé, mais je voulais donner un message sur la reconnaissance. C'est très important pour que votre reconnaissance ait un sens, qu'elle se fasse au moment où quelqu'un a réalisé un exploit. Et j'ai été très honoré de recevoir les messages félicitations Sa Majesté le jour où je suis arrivé au sommet. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que ça montre qu'on suivait ce que vous faisiez, qu'il y avait une certaine attention pour ce que vous faisiez. Et c'est pas ça n'a pas la même valeur quand vous rencontrez un collègue 3 semaines après dans un couloir ou dans une conférence et vous lui dites « Raouli, le mois dernier tu as fait un truc, bravo ». Non, il faut que vous preniez votre téléphone au moment où ce collègue a réalisé quelque chose et que vous l'appeliez et que vous le félicitez. Là, félicitiez. Là, ça prouve que vraiment, vous avez le sens de l'empathie. Et l'empathie est vraiment une des qualités du leader. Et ça qui fait que cette personne-là a encore envie de se dépasser encore plus pour vous la prochaine fois. J'ai aussi mis une petite partie de la lettre Sa Majesté pour dire aussi la personnalisation du message est important. Ne reconnaissez pas le travail d'un proche ou d'un collègue avec un message standard que vous enverrez à tout le monde. Parce qu'encore une fois, vous ferez preuve d'empathie. Vous montrerez que vous réalisez tout l'effort que cette personne-là a mis dans ce travail-là. Et finalement, pour ne pas être très long, cette phrase, je trouve, résume assez bien mon parcours. Avec un talent ordinaire et une persévérance extraordinaire, on peut tout obtenir. J'étais pas doué pour faire l'Everest. Je crois que j'ai vu la première fois la neige de ma vie à 20 ans. Donc je ne suis pas quelqu'un qui faisait des randonnées, j'avais jamais fait de trek peut-être avant le trek au Tibet, mais par contre je suis quelqu'un de très persévérant. Comme on dit chez nous, on smart. Quand je veux quelque chose, je me bats pour y arriver et j'essaye de tout faire. Et en fait, vous racontez cette dernière histoire, il y a un moment qui m'a vraiment marqué dans ma vie. J'avais 5 ans, je regardais la télé, une petite télé en noir et blanc, et je regardais les Jeux Olympiques de 1984. Et pour la première fois, un athlète marocain, arabe, musulman, gagnait une médaille d'or olympique. Et en fait, c'était une femme, c'était Nawal Moutaoudi. Et ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, wow, en tant que Marocain, on peut réaliser des choses mondiales, on peut battre les Américains. Pour moi, c'était extraordinaire de battre les Américains. Et quand j'ai vu Nawal en train de chanter l'hymne national sur le podium olympique, ça m'a touché et ça m'a marqué et je me suis dit, j'ai envie de vivre le même moment. Mon rêve, c'est d'aller aux Jeux Olympiques et de chanter l'hymne national sur un podium olympique. Et je me suis dit, je vais tout faire dans ma vie pour y arriver. J'ai commencé par le tennis, j'ai fait de la course à pied, du triathlon, et tout. Bon, à 32 ans, avant d'aller sur l'Everest, je me suis dit, bon, Nasser, même si tu es quelqu'un qui croit que quand on a un rêve, on peut y arriver, à 32 ans, ça risque d'être un petit peu dur pour les Jeux Olympiques. Mais je me suis dit, non, je vais continuer à y croire. On ne sait jamais, les règles du jeu peuvent changer. Il peut y avoir un nouveau sport qui va rentrer au jeu. D'ailleurs, il y a le golf, je crois qu'il rentre bientôt au jeu. C'est un sport où on peut être champion olympique à 50 ans. Et d'ailleurs, quand vous vous projetez comme ça dans l'avenir, ne vous projetez jamais avec les règles du jeu d'aujourd'hui, parce que les règles du jeu changent aussi. Donc restez toujours au fait. Et je me suis dit, non, je vais continuer à croire, et Inch'Allah, j'aurai ce moment-là un jour. Et bien, quand je suis revenu de l'Everest, il y avait beaucoup de gens qui m'attendaient à l'aéroport. Dès que je suis sorti de l'avion, des gens m'ont porté, et tout l'aéroport a commencé à chanter l'hymne national. Donc finalement, ce message que je pensais n'allait jamais arriver,
a fini par arriver parce que j'y ai cru. Alors peut-être pas exactement de la façon que je m'attendais, c'est-à-dire aux Jeux Olympiques, mais ça aussi, quand vous avez des rêves, gardez les yeux ouverts, regardez les signes. Parfois, ils n'arrivent pas exactement de la façon que vous voulez, par la voie que vous voulez. Mais ils seront là, ils y arriveront. C'est comme un boomerang, en fait, les rêves. C'est comme un boomerang que vous lancez dans l'univers. L'univers vous rendra toujours votre boomerang au même endroit. La seule personne qui vous empêchera de le rattraper, c'est vous-même. C'est qu'à un moment, vous serez fatigué d'attendre ou épuisé, vous direz, bon, ça y est, j'en ai marre, je me casse. Mais si vous restez au même endroit, le boomerang finira toujours par revenir. Et vraiment, ça se joue avec vous-même. Il ne faut pas trouver des excuses à se dire « Ah, on ne m'a pas aidé, ah, c'était pas les bonnes conditions ». Il n'y a que nous, on est responsable des choix que l'on fait dans sa vie, quels que soient les choix. Même le choix de ne rien faire est un choix, finalement. Puis je vais finir sur ce proverbe chinois. Quand tu arrives au sommet de la montagne, continue de grimper. C'est-à-dire ne jamais se dire « Ah, au sol, ça y est, je suis arrivé ». Chaque objectif, finalement, n'est qu'un nouveau départ vers un objectif plus ambitieux. Et j'espère que vous aussi, vous irez vers votre Everest à vous un jour.